Le pauvre rancher avait adopté 3 frères apaches abandonnés 25 ans plus tard, l'un d'eux arrêta l'exécution. La corde était déjà passée autour de son cou lorsque les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement. Silas Boone s'était résigné à mourir. Après tout, quel genre d'homme vole du bétail à ses propres voisins? Quel genre d'homme trahit la confiance de gens qui le connaissaient depuis des décennies? La foule, dehors, réclamait justice, et peut-être avait-il raison. Mais l'homme qui franchissait ce tribunal n'était pas censé exister. Pas ici. Pas maintenant. Et certainement pas vêtu d'un costume élégant, porteur de papier capable de sauver la vie d'un condamné. L'exécuteur s'arrêta, la main figée sur le levier. Le juge Arlon Briggs se pencha sur son siège, le visage blême comme s'il venait de voir un fantôme. Car, d'une certaine façon, c'en était un. Votre honneur, annonça l'étranger, sa voix tranchant le silence stupéfait comme une lame. J'ai des preuves qui disculperont cet homme. Silas cligna des yeux à travers la sueur et la peur, essayant de distinguer la silhouette qui s'avançait vers la barre. Il y avait quelque chose de familier dans sa démarche, dans l'allure de ses épaules, une impression qui le ramenait à une mémoire lointaine. Celle d'un petit garçon effrayé de 6 ans qui se réfugiait derrière ses jambes durant les orages. Le marteau du juge tremblait dans sa main. C'est hautement irrégulier, balbutia-t-il. La sentence a déjà été prononcée. L'exécution est suspendue, déclara fermement l'étranger en brandissant un document qui poussa 2 hommes de la foule à tenter discrètement la sortie. Jusqu'à ce que vous entendiez ce que j'ai à dire sur la nuit où ces bêtes ont vraiment disparu. Ce que Silas ne comprenait pas, c'était pourquoi cet homme, un avocat reconnu, manifestement prospère, qui avait tout à perdre, risquait sa réputation pour sauver un pauvre rancher que tout le monde jugeait coupable. Ce qu'il ignorait, c'est que 25 ans plus tôt, en une journée qui avait tout changé, il avait sauvé 3 vies sans même s'en rendre compte. Et que l'une de ces vies s'apprêtait maintenant à lui rendre l'appareil. 25 ans plus tôt, Silas Boone n'était qu'un homme qui cherchait à oublier. La terre sur la tombe de sa femme était encore fraîche, et le ranch paraissait trop grand, trop silencieux, trop vide pour être supporté par une seule personne. Il chevauchait la limite lointaine de sa propriété, vérifiant des poteaux de clôture qui n'avaient pas réellement besoin d'être vérifiés, lorsqu'il entendit des pleurs. D'abord, il pensa à un animal blessé. Le son provenait d'un amas de rochers près du ruisseau d'où, désespéré. En descendant de cheval et en s'approchant à pas feutrés, son cœur manqua un battement. 3 petits garçons, pas plus de 6 ans, se tassaient les uns contre les autres tels des lapreux apeurés. Leurs vêtements étaient en lambeaux, leurs visages marqués de saleté et de larmes. Des enfants apaches, clairement perdus ou abandonnés au milieu de nulle part. L'un tremblait de fièvre, un autre ne cessait de tourner les yeux vers l'horizon, comme s'il attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais. Silas savait ce qu'il aurait dû faire. Filer en ville, signaler sa découverte, laisser d'autres gérer la situation. C'aurait été la décision sensée, la décision prudente. Déjà, les habitants toléraient à peine sa présence, un pauvre veuf qui peinait à maintenir son ranch en vie. Ramener des enfants apaches ferait de lui un paria. Mais lorsque le plus petit leva vers lui des yeux emplis à la fois de terreur et d'espérance, quelque chose se brisa dans sa poitrine. Doucement, murmura-t-il en s'accroupissant lentement. Je ne vais pas vous faire de mal. Le garçon fiévreux tenta de se lever, chancela et s'effondra dans les bras de ses frères. Ils étaient affamés. Depuis combien de temps erraient-ils? Des jours, peut-être des semaines. Silas jeta un coup d'œil vers son ranch, puis vers les 3 paires d'yeux braqués sur lui. Il pensa à la maison vide, au silence qui le rongeait depuis la mort de Martha. Il pensa à ce que Martha aurait dit si elle avait été là. Elle les aurait déjà hissés sur son cheval. « Venez, dit-il doucement en tendant la main. Allons vous donner un peu de nourriture. » L'aîné secoua vivement la tête, resserrant ses bras autour de ses frères. Il s'exprima rapidement en apache. Silas ne comprit pas les mots, mais leur sens était limpide, ne lui fais pas confiance. Il resta accroupi, scrutant leur visage. Ce n'étaient pas seulement des enfants perdus. Quelque chose les avait poussés ici. Quelque chose qui les rendait plus craintifs envers les adultes que de mourir seuls dans la nature. « Je sais que vous ne me faites pas confiance, » dit Silas calmement. « Mais si vous venez avec moi, je vous promets que vous serez en sécurité. » Tous les 3. Les yeux du garçon malade se révulsèrent et il s'affaissa, inconscient, contre son frère. Cela décida Silas.
Il souleva l'enfant fiévreux et se tourna vers les deux autres. Votre frère a besoin d'aide maintenant. Vous pourrez vous battre contre moi plus tard, mais pour l'instant, laissez-moi lui sauver la vie. Il ne savait pas alors que cet instant de compassion allait déclencher une chaîne d'événements qui, un jour, lui sauverait la vie à son tour. Mais avant cela, il devait survivre à la réaction du village en découvrant ce qu'il avait ramené chez lui. Le chemin du retour vers la ville fut le plus long de la vie de Silas. L'enfant malade brûlait de fièvre contre sa poitrine tandis que les deux autres suivaient sur son cheval, silencieux et vigilants. Chaque pas les rapprochait d'une communauté dont les habitants avaient exprimé depuis longtemps leurs sentiments hostiles envers les Apaches. Le docteur Morrison jeta un coup d'œil aux enfants et secoua la tête. « Silas, par tous les saints, à quoi penses-tu? Tu ne peux pas simplement les ramener ici. Ce garçon va mourir sans soin, répondit Silas en déposant le malade sur la table d'examen. Tu as prêté serment. Les mains de Morrison s'activèrent presque malgré lui, vérifiant le pouls et la température de l'enfant, mais son visage demeurait sombre. Ce n'est pas qu'une question de serment. C'est une question de conséquence. Quand la nouvelle va se répandre, les gens vont réagir. Beaucoup ici ont perdu de la famille dans des raids Apaches. Ils ne comprendront pas. Pendant que le médecin s'affairait, Silas observa les deux aînés qui s'étaient postés près de la porte, prêts à fuir au moindre danger. Ils communiquaient par de simples gestes, par des regards rapides, un langage né de la survie. Quels sont leurs noms? Demanda Morrison and Administrant Unremed. Silas réalisa qu'il ne savait même pas. Il s'agenouilla devant l'aîné, qui ne devait pas avoir plus de 7 ans. Comment dois-je t'appeler? Le garçon le fixa longuement avant de répondre. Takakota. Puis il désigna le second. Ayana. Enfin, il effleura le front de son plus jeune frère. Chaza. Morrison termina son examen et attira Silas à l'écart. Chaza a une pneumonie. Il a besoin de soins constants, d'une bonne alimentation, d'un abri chaud. Les deux autres sont mal nourris, mais stables. Il baissa la voix. Écoute-moi comme un ami, emmène-les à la mission. L'Église saura s'en occuper. Mais Silas observa Takakota, debout dans une posture protectrice, Ayana collée à son cadet, et il sut la vérité. Ses enfants avaient déjà été abandonnés une fois. Ils avaient besoin d'un foyer, pas d'une institution. Ils viennent avec moi, déclara-t-il fermement. Le retour vers le ranch fut interrompu par le marshal Clayton Reeves et 3 autres hommes à cheval. Ils barraient la route, les traits fermés, la suspicion dans les yeux. On dit que tu as ramassé des traînées, Boone, lança Reeves, la main posée avec insistance sur son revolver. La ville s'inquiète de voir traîner des enfants Apaches. Silas scented Takakota se radier derrière lui. Ils ne traînent pas, dit-il froidement. Ils sont avec moi. C'est bien ça le problème, rétorqua Reeves. Un homme comme toi a déjà du mal à faire tourner son propre ranch. Et voilà que tu prends en charge 3 gamins Apaches? Les gens commencent à se demander ce que tu manigances. Je prends soin d'enfants qui avaient besoin d'aide. Reeves se pencha en avant dans sa selle. Là, tu te trompes, Boone. Ce que tu fais, c'est abriter de futurs ennemis. Les enfants Apaches deviennent des guerriers Apaches. Lamaquar de Silas se Crispa. Ces garçons n'ont que 6 ans. Aujourd'hui, oui, répondit Reeves froidement. Mais demain? Quand ils se rappelleront d'où ils viennent. La menace pesait dans l'air comme un orage prêt à éclater. Ce que Silas ne savait pas, c'est que Reeves avait ses propres raisons pour vouloir éloigner ses enfants, des raisons qui reviendraient les hanter tous. Jamais la maison du ranch n'avait semblé aussi petite. Silas allongea Chaza sur son propre lit, tandis que Takakota et Ayana restaient sur le seuil, les yeux scrutant chaque fenêtre, chaque ombre. Ils attendaient le danger à chaque instant, et Silas comprit qu'ils avaient sans doute raison d'avoir peur. La fièvre baisse, murmura-t-il en touchant le front de Chaza. Pour la première fois depuis des jours, sa respiration paraissait plus légère. Mais dès que le garçon ouvrit les yeux, il chercha aussitôt ses frères avec panique. Takakota s'approcha de lui, parlant doucement en apache. Chaza se détendit un peu, mais son regard revenait sans cesse vers Silas, mélange de méfiance et d'épuisement. Au fil des jours, une routine fragile s'installa. Silas préparait des repas simples que les garçons mangeaient dans un silence méfiant. Il leur montra le ruisseau pour se laver, leur donna des vêtements propres trop grands pour leur silhouette maigre et leur aménagea une place dans la grange.
Ils refusèrent d'occuper des chambres séparées, ils voulaient dormir ensemble, soudés. Peu à peu, ils apprirent la langue les uns des autres. Silas saisit quelques mots d'apache, tandis que les garçons comprenaient plus d'anglais qu'ils ne voulaient l'avouer. Ayana avait un talent particulier pour imiter les sons. Il reproduisait parfaitement les cris d'oiseaux, et parfois, il les utilisait pour communiquer avec ses frères à distance. Le vrai tournant survint un matin où Silas surprit Takakota en train d'essayer de traire la vieille vache récalcitrante qui lui donnait du fil à retordre depuis des mois. « Elle ne te laissera pas approcher de ce côté-là, » dit Silas avec douceur. « Essaie d'abord de lui parler. » Takakota haussa les sourcils, sceptique, mais suivit ses conseils. Il s'approcha calmement du côté gauche de l'animal en lui parlant d'une voix posée. À la surprise de Silas, non seulement le garçon réussit rapidement, mais il semblait avoir une compréhension instinctive de la bête. « Tu as déjà fait ça » observa Silas. Pour la première fois, Takakota esquissa un sourire. « Mon grand-père avait beaucoup de vaches, avant. » Il ne termina pas la phrase, mais Silas comprit. Avant que leur monde ne soit brisé. Ce soir-là, autour de la table où mijotait un simple ragoût, Shaza prononça ses premiers mots en anglais. « Merci. » Le moment fut brusquement interrompu par le bruit de chevaux approchant au galop. Takakota bondit vers la porte arrière, mais Silas leva la main. « Attends. Laisse-moi voir qui c'est. » À travers la fenêtre, il aperçut Reeves descendant de cheval, accompagné de deux hommes, visage fermé dans la lueur des lampes. Ce n'étaient pas des visites amicales, ils portaient des papiers officiels et une détermination sombre. Silas sortit sur le perron, refermant la porte derrière lui pour protéger les garçons. « Bonsoir, Marshall » lança-t-il d'un ton égal. « Boone » répondit Reeves en dépliant un document. « Une plainte a été déposée, tu héberges des enfants apaches sans autorisation. Le comté exige que tu les remettes aux autorités territoriales. » Le cœur de Silas se serra, mais sa voix resta ferme. « Ces garçons ne sont pas des prisonniers. Ce sont des enfants qui avaient besoin d'aide. » « Ce n'est pas comme ça que la loi les voit, » répliqua Reeves en avançant d'un pas. « Ni comme certains habitants les voient. » Derrière la porte, Silas entendit des bruits. Les garçons bougeaient, sans doute prêts à fuir. Mais aucun d'eux ne savait encore que la véritable urgence de Reeves n'était pas de protéger la ville. C'était de se protéger lui-même d'un secret capable de détruire tout ce qu'il avait bâti. La porte claqua derrière Reeves quand il entra sans y être invité. Ces hommes restèrent sur le perron, armes visibles, silhouette sombre dans la lumière tremblante. Silas se posta devant l'escalier qui menait aux chambres, bloquant le passage. « Si tu crois que je vais simplement remettre ces enfants, tu te trompes lourdement, » lança-t-il. Reeves ricana, mais ses yeux restaient durs. « Tu ne comprends pas, Boone. Ce n'est pas une question de ce que tu veux. Le territoire est en train de changer. Les gens veulent la paix, la stabilité. Et la paix ne supporte pas les anomalies comme eux. » Il montra du doigt la porte derrière laquelle Takakota et ses frères se tenaient à pied. « Ces enfants ne sont pas des anomalies, » répondit Silas avec force. « Ce sont des survivants. » Reeves s'approcha jusqu'à n'être plus qu'à quelques centimètres de lui. « Survivants aujourd'hui, menace demain. Tu ne vois pas le danger parce que tu es trop têtu pour ouvrir les yeux. Ou peut-être que toi, tu refuses de voir leur humanité. » Le silence tomba, tendu comme une corde prête à se rompre. Reeves finit par reculer, rangeant son papier dans sa poche. « Je te laisse quelques jours, Boone. Mais sache-le, la loi est de mon côté. Et si tu ne coopères pas, c'est toi qu'on arrêtera. » Il quitta la maison en claquant la porte. Le bruit des sabots s'éloigna dans la nuit, mais Silas savait que la menace ne s'était pas éteinte. Le lendemain, il se rendit à la mission dirigée par sœur Rosa, une femme d'une quarantaine d'années, ancienne institutrice au caractère bien trempé. « Tu amènes des ennuis avec toi, Silas, » dit-elle en les voyant entrer. « Je cherche des réponses, » répliqua-t-il. « Ces garçons ont besoin de protection. Et je crois que tu es la seule ici à avoir assez de courage pour la leur offrir. » Rosa observa Takakota et ses frères avec une intensité douce, presque maternelle. Les esprits ne les ont pas abandonnés. Sinon, ils ne seraient pas arrivés jusqu'ici. Elle posa une main sur l'épaule de Shaza. Ce petit a une force que même la maladie n'a pas su briser. Silas baissa les yeux. Reeves veut les remettre aux autorités. Il dit que c'est la loi. Reeves. Un sourire amer étira ses lèvres.
Il connaît la loi quand ça l'arrange. Mais il connaît aussi ses propres péchés. Silas Franca les sourcils. Que veux-tu dire? Rosa hésita, puis baissa la voix. Tu sais pourquoi Reeves est autant les Apaches? Parce qu'il ne leur pardonnera jamais d'avoir survécu. Son frère faisait partie d'un détachement qui a attaqué un camp Apache, femmes et enfants compris. Mais tout le monde n'a pas été tué ce jour-là. Certains ont vu. Certains se souviennent. Reeves a pair que la vérité reface surface. Silas sentit un frisson lui parcourir la nuque. Tu penses que ces enfants savent quelque chose? Pas eux, pas directement. Mais d'autres membres de leur clan, s'ils vivent encore, pourraient raconter. Et Reeves ne peut pas se permettre que son nom soit lié à ce massacre. La pièce resta silencieuse un moment, seulement troublée par le souffle du vent contre les vitres. Alors il ne s'agit pas de loi, murmura Silas. Il s'agit d'un secret. Les jours suivants, les tensions montèrent. Des regards lourds accompagnaient chaque passage de Silas en ville. Certains fermiers refusèrent de lui vendre du grain. Une pierre fut lancée contre sa grange une nuit, suivie de graffitis haineux, pas d'Apache ici. Takakota voulait fuir, ramener ses frères dans les collines. Les montagnes nous protégeront, dit-il un soir. Nous n'avons pas besoin de ces gens. Silas Essagenuilla devant Louis. Je comprends. Mais si vous fuyez, ils penseront que vous aviez quelque chose à cacher. Ici, nous avons peut-être une chance de prouver que vous méritez mieux. Takakota serra les poings, partagés entre la colère et la peur. Ils ne nous verront jamais comme leurs égaux. Silas posa une main ferme sur son épaule. Peut-être. Mais moi, je vous vois comme mes fils. Le garçon resta muet, mais ses yeux brillèrent d'une émotion qu'il refusa de montrer. Tout éclata une semaine plus tard. Reeves revint, cette fois avec un mandat signé par le juge local et une dizaine d'hommes armés. C'est terminé, Boone, lança-t-il. Donne-les-nous. Silas se tenait sur le perron, fusil à la main, Rosa à ses côtés. Takakota, Ayana et Shaza observaient par la fenêtre, les visages tendus. Tu ne les auras pas, dit Silas calmement. Reeves leva la main, prêt à donner l'ordre. Mais avant qu'il ne parle, une voix forte s'éleva derrière les collines. Des silhouettes apparurent, avançant lentement mais sûrement, des cavaliers Apaches. Takakota reconnut l'un d'eux et cria. « Oncle !» Le camp des enfants n'avait pas été entièrement détruit. Quelques survivants avaient suivi leurs traces et venaient les réclamer. Reeves Blemet, Serant S.A. Carabin. Non, pas maintenant. Silas le dévisagea. C'est ça ton vrai cauchemar, Reeves. Pas ses enfants. La vérité. Les Apaches encerclèrent le ranch. Leur chef, un vieil homme marqué par le temps, descendit de cheval. Takakota courut vers lui et se jeta dans ses bras. L'homme leva ensuite les yeux vers Silas. Tu as protégé les miens. Pour cela, nous te devons une dette. Reeves intervint. Furioux. Ces enfants doivent être remis à la loi. Le vieillard se tourna vers lui, et son regard fit reculer même les hommes armés derrière Reeves. La seule loi ici, c'est celle de la vérité. Et toi, Clayton Reeves, tu sais ce que tu as fait. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle arme. Les hommes de Reeves échangèrent des regards incertains. Certains baissèrent même leurs fusils. Rosa murmura. Le masque tombe. Reeves hurla, tentant de reprendre le contrôle. Ce sont des mensonges. Des histoires inventées pour salir mon nom. Mais les Apaches avaient apporté des témoins. Des cicatrices, des souvenirs, des preuves vivantes du massacre auquel son frère et lui avaient participé. Le sol sembla se dérober sous les pieds de Reeves. Silas, immobile, déclara. La vérité sort toujours de l'ombre, Marshall. Même au cœur du désert. Le silence qui suivit les accusations était presque insupportable. Le vent faisait grincer les volets de la grange, et les chevaux piétinaient nerveusement, comme s'ils pressentaient qu'une vérité trop lourde allait éclater. Reeves, livide, essaya encore de sauver la façade. Vous n'avez aucune preuve écrite, lança-t-il d'une voix tremblante. Personne ne vous croira. Le vieil Apache s'avança lentement, son regard brûlant fixé sur lui. Nous n'avons pas besoin d'écrire. Nos cicatrices sont nos archives. Nos chants sont nos archives. Nous n'oublions jamais. Autour de Reeves, ces hommes, d'abord sur deux, commençaient à vaciller. L'un d'eux, un fermier qui avait perdu sa fille lors d'un raid Apache, serrait son fusil mais hésitait.
Était-il vraiment prêt à tirer pour protéger un marshal peut-être coupable d'un massacre? Silas, debout sur le perron, s'adressa directement aux hommes. Vous êtes des pères, des frères, des voisins. Posez-vous la question, défendez-vous vraiment la justice, ou cachez-vous le crime d'un seul homme? Un murmure parcourut le groupe. Certains baissèrent leurs armes. Reeves sentit le sol lui échapper. Traître. Grande til. Vous allez me laisser tomber maintenant, après tout ce que j'ai fait pour cette ville? Tout ce que tu as fait? Répéta Rosa, la voix glaciale. Ou tout ce que tu as détruit? Alors, dans un geste désespéré, Reeves dégaina son revolver et le pointa sur Takakota. Si je tombe, je ne tomberai pas seul. Le cri de Shaza déchira l'air. Mais avant que le coup ne parte, un bruit sec claqua, le fusil de Silas. Reeves fut désarmé d'une balle précise qui fit voler son arme dans la poussière. Assez, dit Silas, le fusil encore chaud dans les mains. Ça se termine ici. Reeves, les genoux dans la terre, regarda autour de lui. Plus aucun de ses hommes ne le soutenait. Le vieux chef Apache se tourna vers lui. Tu as voulu effacer nos enfants. Mais ce sont eux qui témoignent de ta faute. Tu porteras ce poids, qu'il y ait tribunal ou pas. Deux hommes de la ville s'approchèrent, hésitants mais décidés, et saisirent Reeves par les bras. Il lutta un instant, puis se laissa traîner, abattu. Le calme retomba sur le ranch. Les cavaliers Apaches avaient dressé un camp provisoire non loin, et Takakota, Ayana et Shaza passaient leur journée à courir d'un monde à l'autre, tantôt avec leur clan retrouvé, tantôt aux côtés de Silas et Rosa. Ils ont retrouvé leur famille, dit Rosa à Silas en observant la scène. Peut-être que ton rôle est terminé. Silas secoua lentement la tête. Un père ne quitte pas ses fils juste parce qu'ils ont retrouvé des oncles. Rosa sourit, touchée par la simplicité de ses mots. Alors peut-être que ton ranch vient de s'agrandir. Les enfants eux-mêmes semblaient partager cette idée. Takakota, un soir, s'assit à côté de Silas et dit d'une voix hésitante. Oncle veut qu'on vive avec le clan. Mais, Shaza veut rester avec toi. Silas se tourna vers le plus jeune, qui s'était déjà endormi contre sa poitrine, les traits enfin paisibles. Où que vous soyez, je serai toujours là, répondit-il. Vous avez maintenant deux familles. C'est plus que la plupart des hommes ne peuvent espérer. Les mois passèrent. Le procès de Reeves fit grand bruit, car les survivants Apaches vinrent témoigner aux côtés de Silas et de Rosa. Pour la première fois, la ville dut affronter ses propres fantômes. Certains continuèrent de haïr, mais beaucoup comprirent enfin que la vérité, aussi douloureuse fût-elle, valait mieux que le mensonge. Au ranch, la vie reprit son cours. Les garçons apprirent à monter à cheval, à réparer des clôtures, à lire quelques mots d'anglais grâce aux leçons patientes de Rosa. En échange, ils enseignaient à Silas les chansons anciennes de leur peuple et les légendes murmurées au coin du feu. Un soir d'été, alors que les étoiles brillaient au-dessus du désert, Takakota dit doucement. Avant, je croyais que nous étions seuls. Maintenant, je sais que nous avons un foyer. Silas posa une main sur son épaule. Tant que je respirerai, vous aurez un foyer ici. La rumeur finit par se répandre dans tout le territoire. Un ranch isolé où vivaient côte à côte un fermier blanc et trois enfants Apaches. Certains racontaient l'histoire avec mépris, d'autres avec admiration. Mais une chose était certaine, plus personne n'ignorait que, dans ce coin reculé, une nouvelle famille s'était forgée non pas par le sang, mais par le choix, la loyauté et le courage. Et dans la vaste solitude du désert, là où les étoiles semblent veiller depuis toujours, Silas Boone et ses fils adoptifs écrivaient leur propre légende. Celle d'un foyer bâti sur la vérité et sur la promesse qu'aucun enfant, jamais plus, ne serait abandonné.